Bonjour à tous et à toutes. Alors, ici Aziz, et le but de la présente présentation, c'est de vous décrire la méthodologie que j'utilise dans le cadre de mon travail, de mon projet de mémoire, portant sur un dispositif de suivi hors les murs de jeunes contrevenants de Montréal, et notamment en prêtant attention à la possible tension qui peut résider entre accompagnement et surveillance dans le cadre de ce travail de suivi. Alors, la pertinence et l'intérêt de mon objet résident dans le fait que ça se situe au croisement de trois thématiques. Alors, justement, l'objet, c'est le dispositif de suivi de jeunes contrevenants du Centre Jeunesse de Montréal. Et si je m'intéresse à cet objet, c'est parce que d'une part, il articule à la fois une question, un enjeu sur la surveillance, un enjeu concernant la pratique probatoire, et un enjeu concernant la justice des mineurs en milieu ouvert. Et en effet, quand on regarde la littérature, il y a très peu d'études sur la justice des mineurs qui ont porté sur des dispositifs de suivi et de surveillance en milieu ouvert, particulièrement dans le contexte québécois, qui, comme on va le détailler plus tard, est un contexte qui a ses spécificités historiques en matière de traitement de la délinquance juvénile. Alors, il convient de situer la posture théorique que je vais adopter et dont va découler les objectifs, ou dont découlent plutôt les objectifs que je détiens. Sur la question de surveillance, il y a tout un champ qui s'est spécialisé dans le traitement de cette question qui s'appelle les surveillance studies. Si vous voulez, c'est un peu comme l'équivalent des colonial studies sur tout ce qui est colonisation. Les surveillance studies, c'est pareil. C'est un champ qui est international et multidisciplinaire. Et c'est un champ qui a vraiment des apports très très intéressants, mais qui présente aussi certains, on va dire, écueils épistémologiques, tels que décrits par Castagnino dans son article qui vient de sortir tout récemment. Et c'est qu'en fait, dans les surveillance studies, il y a une conception dominante de la surveillance qui est mise de l'avant comme un outil de domination négative. C'est que si on surveille, il va y avoir des effets négatifs de pouvoir, et ces effets négatifs de pouvoir s'exercent grâce à la technologie, d'où donc une certaine technophobie aussi. Et en plus de ces deux, donc de cet excès panopticiste, comme de la surveillance comme étant un outil de pouvoir négatif, et de la technologie, d'une certaine technophobie plutôt, on a aussi une aporie définitionnelle de ce qu'est la surveillance. Il y a des définitions qui sont beaucoup trop larges et qui permettent vraiment de saisir beaucoup trop de choses sans pouvoir se pencher sur la spécificité. Et Castagnino fournit un conseil de nature conceptuelle dans la manière avec laquelle il conviendrait d'approcher la surveillance pour éviter ces écueils. C'est que d'une part, il faut regarder la surveillance comme une activité normale au sens durkheimien du terme, c'est-à-dire que c'est une activité qui participe au contrôle social et qui, lorsqu'elle franchit un certain seuil qui est socialement défini, elle atteint des proportions qu'on dit pathologiques. Et c'est donc ce qui serait intéressant, c'est de situer, de contextualiser la surveillance pour voir justement dans une société qu'est-ce qui fait qu'elle est normale ou qu'elle est pathologique. Autre conseil, c'est de regarder la surveillance comme un effet de rationalisation, au sens verbérien du terme. C'est-à-dire que dans une recherche d'efficacité, dans des plus grandes recherches d'efficacité et de rationalité dans l'organisation du travail, une organisation va mettre en place, que ce soit de manière délibérée ou non délibérée, des outils de surveillance. Et donc, ce qui fait que la surveillance comme telle, le monitoring, etc., apparaissent comme un effet de rationalisation. Et donc, il conviendrait d'avoir une démarche qui permette d'éviter les écueils des surveillance studies, de voir la surveillance comme quelque chose de mauvais, et vraiment d'aborder la surveillance selon ces deux conseils théoriques et de Castagnino. Alors, la littérature portant sur un dispositif spécifique de surveillance, qui est celui de la probation, montre qu'il existe une tension au sein de cette pratique. La nouvelle pénologie qui a été proposée par Philly et Simon affirme en fait que aux alentours des années 70, tous les dispositifs de contrôle du crime ont opéré une grosse transformation pour abandonner l'idéal de réhabilitation en faveur d'une démarche actuarielle et standardisante du travail qu'on appelle la gestion du risque, et qui visait à contrôler toute forme de risque de criminalité, indépendamment de la possibilité de réhabiliter les contrevenants.
Sauf que Robinson met en évidence que ce n'est pas tant un abandon de l'idéal de réhabilitation qui a eu lieu, mais plutôt une reconfiguration de celle-ci comme un moyen au service de l'objectif encore prévalent de la gestion du risque. Et donc d'où une possible alliance entre ces deux rhétoriques. Sauf que Razak, Goriou et Sall montrent qu'il existe encore une tension entre plusieurs logiques associées à l'idéal de réhabilitation et associées à la gestion du risque, d'autant plus que Anna Moffat, Moruto et Turnbull, ainsi que Mark Hardy, montrent qu'il existe une hétérogénéité des pratiques et des représentations, qui va à l'encontre de l'initiative de standardisation qui a été optée avec l'adoption de la gestion des risques. Le cas de la justice des mineurs est particulièrement intéressant à la lumière de cette tension parce qu'on voit que d'une part, il existe cet impératif de la gestion des risques qui a été encore plus institutionnalisé avec l'adoption de la LJPA, la dernière loi en matière pénale de jeunes contrevenants. Mais on voit aussi que toute démarche adoptée à l'égard des jeunes contrevenants s'inscrit dans une visée éducative qui vise à la réintégration, et notamment dans les milieux fermés. Alors, il est intéressant de regarder le cas du Québec parce que justement le Québec a une longue tradition réhabilitative en matière de traitement de la délinquance juvénile qui a été telle que c'était la seule province à s'opposer à l'adoption de la LJPA, qui est la loi qui a institutionnalisé la gestion des risques en matière de justice pénale pour mineurs. À la lumière de toute cette littérature, il convient d'adopter une démarche qui permette de comprendre le dispositif de suivi depuis les pratiques professionnelles qui la composent, tout en les situant dans le contexte judiciaire et organisationnel dans lequel elle s'inscrit, et à la lumière d'une possible tension entre accompagnement et surveillance. Comment faire ça? Eh bien, la solution résiderait dans un champ de la sociologie du travail qui est celle des écrits au travail. Pourquoi? Eh bien, quand on écrit au travail, on fournit des traces que l'on soumet à un lectorat, d'où une traçabilité du travail qui est articulée à l'injonction de rendre des comptes. Il faut une traçabilité donc. Ce qui fait que l'écrit, aussi bien en tant qu'activité et en tant que produit, est la manifestation de l'articulation entre le travail individuel et les injonctions organisationnelles. Ce qui permet donc parfaitement de saisir le dispositif à la lumière de toutes les considérations qu'on a saisies sur la surveillance, sur la probation et sur la justice des mineurs. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je fais encore en termes de méthode? Eh bien, en été 2016, j'ai effectué la retranscription du suivi d'une quarantaine de dossiers en suivi dans les programmes associés à la LJPA. Et j'ai aussi effectué de l'observation de rencontres d'équipes hebdomadaires des intervenants qui sont chargés d'effectuer ces suivis. J'ai eu une petite peur à un certain moment parce que les centres jeunesse sont en pleine période de restructuration actuellement, qu'ils ont entamé depuis 2017, et ce qui avait possiblement mené à la disparition de mon objet d'étude, qui est donc le dispositif de suivi, mais finalement non, donc tant mieux. Sauf que maintenant, il est encore intéressant de voir comment le travail s'exerce dans cette restructuration et qu'est-ce qu'elle va amener. Pour ce qui est de l'analyse, la manière avec laquelle j'ai analysé les écrits que j'ai récoltés, eh bien d'une part j'ai fait une analyse sémantique, notamment en prêtant attention aux registres d'écriture tels que décrits par Salé et Chantraine, qui eux-mêmes ont étudié des écrits dans un dispositif de milieu fermé pour jeunes contrevenants, en France par contre, et qui ont distingué 3 registres d'écriture qui sont l'informatif, l'interprétatif et le narratif, et qui chacune dénote de différents contextes d'intervention. J'ai aussi effectué l'observation de récurrence langagière, et j'ai aussi fait une comparaison de 2 types de suivi, qui sont le suivi intensif différencié et le suivi régulier différencié, en faisant des décomptes. Ces 2 types de suivi sont associés à la LJPA, mais ont certaines différences qui ont émergé à partir de ces décomptes-là. Pour interroger les pratiques d'écriture qui ont été observées, ainsi que la manière avec laquelle les écrits sont utilisés dans les dispositifs, j'ai effectué un entretien. Je suis en train aussi d'effectuer des entretiens présentement avec les intervenants. Et en automne 2017, j'ai eu la chance de participer à un focus group où il y avait ces intervenants et où j'ai pu soumettre quelques questions ainsi qu'observer certaines dynamiques entre différents professionnels qui œuvrent dans le secteur des centres jeunesse. En guise de conclusion, peut-être qu'il faut mentionner un gros angle mort de cette étude lorsqu'on justement se penche sur les écrits au travail,
Eh bien, c'est que euh, les écrits ont le risque justement de dénaturer un peu ce qui est observé ce qu'on y voit. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on ne saisit pas l'écrit dans le cours d'action professionnel qui a accompagné son émergence, il se peut qu'on ait un certain décalage avec la réalité. Et c'est justement là le problème, c'est que même si j'ai fait des observations de rencontres d'équipe, je n'ai pas fait d'observation des activités comme telles du suivi des intervenants auprès des jeunes. C'est très très difficile pour avoir les autorisations, d'un point de vue éthique notamment, parce que justement il s'agit de faire de la recherche auprès de mineurs, et ça c'est très très difficile d'avoir ces autorisations-là. Ce qui fait donc qu'il est très difficile il est quasiment impossible de faire une comparaison entre l'écrit tel que produit par l'intervenant et la pratique comme telle qui a mené à l'apparition de cet écrit-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de session, bon courage et merci pour votre attention.